Allô tout le monde, je m'appelle Jurassic Dave et bienvenue dans cette première édition de Creuser dans ton métier. Creuser dans ton métier, c'est un concept que j'ai créé sur ma chaîne Twitch afin de permettre à ma communauté d'en apprendre un peu plus sur le métier de la paléontologie par le biais d'experts dans le domaine. Mon premier invité, c'était quelqu'un qui travaille dans un lieu très peu connu ici au Québec et qui est pourtant très intéressant et qui possède aussi un très bon bagage facilitaire. Je parle bien de Olivier Maton qui est responsable à l'éducation au Parc national de Miguasha. Donc, on va voir l'entrevue à l'instant. Comment tu vas, mon cher Olivier? Ça va très bien. Toi aussi? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc, Olivier, tu es responsable à l'éducation pour le Parc national de Miguasha. Parfait. C'est exactement ça. Super. Peux-tu nous expliquer un peu comment t'en es venu à avoir ce titre-là? Oui, certainement. Ben, un mot avant, d'abord, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas le parc national de Miguasha. Là, tu l'as souligné, on a Oui. la chance d'avoir un site fossilifère vraiment de renommée internationale sur le territoire québécois, dont on va parler là, dans les prochaines minutes. Et donc, c'est un site qui est situé en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, vraiment une région assez remarquable au Québec, et qui est remarquable pour ses paysages, pour l'accueil des gens, mais aussi par ses caractéristiques géologiques, parce que localement, ici à Miguasha, une petite pointe là, qui se trouve dans la baie des Chaleurs, on trouve une falaise fossilifère vraiment de grande renommée. Et moi, j'ai la chance d'occuper des fonctions ici depuis plusieurs années. En fait, ça fait longtemps que je travaille ici. Là. J'ai commencé, moi j'ai grandi dans le coin, je viens de pas très très loin de Miguasha. OK. Puis donc je connais le site depuis que je suis jeune. Je venais visiter quand j'étais tout petit, un peu comme toi. Ouais. J'ai une passion pour les fossiles, pour l'histoire de la vie depuis que je suis tout jeune. Puis je venais visiter des fois le musée de Miguasha quand j'étais un enfant, profiter de la plage aussi, qui est en bordure du territoire du parc. Puis éventuellement, je vais quitter la région pour entreprendre des études universitaires en biologie, puis après ça en géologie, donc à Québec et à Montréal. Puis la vie est souvent faite de beaux hasards, là, mais j'ai eu l'opportunité éventuellement vers la fin de mes études. Il y a un poste qui s'est ouvert ici. Puis je suis revenu dans la région, ma région natale. Ça fait maintenant plus de 15 ans là, que je suis de retour ici puis que je peux travailler comme responsable à l'éducation. C'est très cool. Puis est-ce que tu as commencé directement avec ce poste-là ou ça l'a évolué vers ce poste-là? Ça a évolué, oui. Comme beaucoup d'employés ici, je dirais. On a une petite équipe à Miguasha, mais c'est une équipe qui est vraiment passionnée puis tatouée, Miguasha, là. Moi, j'ai occupé toutes sortes de fonctions au fil du temps. Mes premiers étés ici, quand j'ai commencé à être travailleur, c'était au début de mes années universitaires. Donc, je finissais ma session d'université, puis je revenais en Gaspésie, passer mon été chez nous. Puis, j'ai été engagé à l'époque comme naturaliste, donc comme guide, si on veut, pour faire les visites guidées. Donc, et on a encore un programme guidé assez intéressant là, pour la clientèle. Ça s'est diversifié beaucoup d'ailleurs au fil des années. À l'époque, on avait une seule activité qui était une visite guidée complète dans l'exposition, puis après ça, on descendait à la falaise. Maintenant, c'est plus éclaté. On a comme 5 activités différentes. Donc, j'ai travaillé plusieurs années comme guide. Après ça, j'ai eu la chance de toucher aux fouilles, de travailler 2 étés aux fouilles dans la falaise. Puis là, à cette époque-là, je commençais mes études de maîtrise. Donc, je suis revenu ici aussi, non pas comme employé, mais comme étudiant gradué pour faire un projet sur un aspect d'études de Miguasha. Puis c'est vers la fin de cette maîtrise-là que j'ai été engagé là, comme responsable. Super. Puis là, on en a parlé justement brièvement un peu au début, tu sais, qu'on a une belle région, veut pas fossilifère à Miguacha. Tu peux-tu m'expliquer ce qui rend ce parc-là unique parmi tant d'autres? Miguasha fait partie du réseau des parcs nationaux du Québec. Il y a 24 parcs inscrits. Mais Miguasha est vraiment comme dans une catégorie à part parce que, premièrement, c'est le plus petit parc. Là. C'est vraiment tout petit. C'est moins de 1 km². Donc, c'est pas des grands espaces comme, disons, le Ok, parc ouais. national du Mont-Tremblant ou euh, dans la région de Québec, il y a quelques grands parcs aussi. Là. Euh, Ici, ça a été créé vraiment pour protéger puis mettre en valeur la falaise fossilifère. Donc, la Gaspésie, c'est comme un genre de gros bloc de Lego 3D là, de Ouais. géologie. C'est des formations géologiques qui sont empilées les unes par-dessus les autres. Puis, ils ont des âges différents, ils ont des contextes de mise en place différents. Puis ici, à Miguasha, à faire une formation qu'on ne trouve pas ailleurs en Gaspésie ou au Québec ou nulle part ailleurs au monde. Elle s'appelle, son nom scientifique, c'est la formation d'Escuminac. Et dans cette séquence de roches sédimentaires-là,
Ça fait un bout qu'on le sait, ça fait plus de 150 ans que les premiers fossiles de Miguasha ont été trouvés, là, mais il y a une grande concentration de fossiles qui sont cachés dans cette formation-là, qui est le vestige d'un ancien environnement très, très vieux, daté de 380 millions d'années. Donc, un environnement qui a été piégé en quelque sorte dans le temps à travers toutes les périodes géologiques jusqu'à aujourd'hui. Puis maintenant, les humains, on est capable de gratter dans cette falaise-là, puis de ramasser ces objets qu'on appelle les fossiles, puis de se creuser la terre en se demandant qu'est-ce que c'est que ces formes de vie-là. Super. Puis je pense que on a vraiment cette période-là que tu nous décris, c'est vraiment quelque chose qui est propre à nous là, au Québec. Là. C'est quelle période exactement qu'on parle? C'est la période du Dévonien, donc plus vieux que le Jurassique, que tu mets à l'honneur dans Oui, ton titre. exactement. Donc, le Dévonien n'est pas très connu du grand public. Il est pas spécifique au Québec. On peut le retrouver, il y a des roches de l'âge du Dévonien qui sont retrouvées à différents endroits à travers le monde. Donc, on peut l'étudier à plusieurs endroits. Au Québec, c'est surtout ici dans l'est du Québec qu'on le trouve. Donc, dans la région de Montréal puis Québec, c'est des roches encore plus vieilles qu'on va avoir, de périodes géologiques un peu plus vieilles. Puis en Gaspésie, on a du Dévonien. Le Dévonien, c'est un âge qui est surnommé l'âge des poissons, parce qu'à ce moment-là, la vie dans les écosystèmes aquatiques était très diversifiée. Il y avait tous les grands groupes qu'on trouve aujourd'hui, les invertébrés actuels, là, les coraux, les éponges, les méduses étaient là, des coquillages, les étoiles de mer, toutes sortes d'organismes marins, des échinodermes également qu'on trouvait. Et les poissons étaient très, très diversifiés. On trouve une abondance de grands groupes très étranges, des groupes qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, qui se sont éteints au cours de l'évolution. Et sur la terre ferme, à ce moment-là, au Dévonien, c'est beaucoup moins euh, florissant la vie que par rapport Ouais. à aujourd'hui ou de d'autres périodes géologiques plus proches de nous, comme le Jurassique. La vie commençait à s'ancrer sur le sol, mais c'est ça qui est fascinant, c'est un monde dans l'eau. Si on plonge au Dévonien, on a des poissons et des formes de vie étranges, mais quand même, on se reconnaîtrait là, en tant qu'humain. On verrait des groupes qu'on voit encore un peu aujourd'hui. Mais si on sortait de l'eau et on allait sur les rivages, là, on se serait presque cru sur la planète Mars. J'exagère là, parce que la vie était déjà installée. Il y avait déjà de la végétation qui commençait à pousser. Les premières forêts de l'histoire de la vie, c'est au Dévonien qu'on les trouve. Euh, et ben, par contre, il manquait au Dévonien tous les animaux à quatre pattes qu'on a sur les continents. Donc les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens ne sont pas encore apparus, mais ils vont apparaître à un moment donné. Et Miguasha raconte un peu cette grande étape-là. Là. Fabuleux. Puis, étant donné que tu as connu un peu comme le parcours sur le terrain, vraiment aller chercher les fossiles, tu peux-tu m'expliquer un peu comment ça se déroule pour vraiment sortir le fossile de la roche jusqu'à être rendu au stade de l'exposer dans votre musée? La falaise est encore très, très riche en fossiles. Donc, on a deux façons d'aller obtenir des fossiles. On peut y aller activement, donc volontairement, l'humain va aller sur place puis va creuser dans la falaise ou dans la plage pour ramasser des roches et les ouvrir. Mais je dirais qu'une bonne partie, plus de la moitié de nos fossiles, on n'a même pas besoin d'aller activement les chercher. Ils viennent à nous en quelque sorte. Là, c'est que la Ah falaise, elle ouais. est en milieu côtier, donc assez Ah ouais. rode. Il y a de la roche qui tombe continuellement et donc on va aller faire beaucoup de cueillettes de roches qui vient de l'érosion récente. Le plus vite on peut arriver sur les lieux de la découverte, le mieux c'est. Parce que si on laisse la roche ou le talus de roche au pied de la falaise, bien avec les marées, les saisons qui vont passer, ce talus-là va être rongé par l'eau. Puis là, les roches ils vont se déplacer Ok, et ouais. ça peut abîmer les fossiles. Puis surtout, après ça, c'est difficile des fois de revenir les repositionner à l'endroit d'où ils proviennent. Donc, dans quelle couche exactement ils ont été trouvés. Donc, on assure là, une présence régulière. Aussitôt, là, actuellement, il y a encore de la glace à Miguasha, mais ça va commencer à fondre bientôt. Puis aussitôt qu'on peut avoir accès à cette grève-là, on recommence à circuler jusqu'à la fin de l'automne. On fait de la patrouille sur le territoire. Puis il y a certains étés, on va faire des projets de fouilles aussi vraiment organisés pendant l'été. Et donc, quand on trouve un fossile, ce qui arrive très vite, là, je dirais en cours de saison, l'été, on en trouve à tous les jours. Oh, La première quand chose même. qu'on va faire, c'est euh, on va remplir le maximum d'informations qu'on peut obtenir sur ce spécimen-là. Donc, on va préciser dans quel secteur de falaise on se trouve. Si on l'a ramassé à même la falaise, on va identifier le lit aussi. Tous nos lits, toutes nos couches sédimentaires sont numérotées du bas de la falaise jusqu'au sommet.
Donc là, on va pouvoir préciser ce fossile-là a été trouvé, par exemple, dans le lit numéro 12. Puis, on va noter d'autres informations, la date du jour, le découvreur, c'est qui a trouvé le spécimen. Des fois, on va prendre des données de plus, l'orientation du fossile par rapport au nord magnétique. Parce que ça, à la longue, ça peut nous permettre des fois de faire des reconstitutions avec quand on a trouvé beaucoup de fossiles dans une couche. On peut voir s'il y a une orientation préférentielle des spécimens qui peuvent être des indicateurs des conditions qui régnaient à l'époque. Donc, par exemple, le courant qui circulait sur place. Donc, on peut parfois identifier le spécimen quand on l'a trouvé, mais souvent, il est très caché à l'intérieur de la roche. Là, autour de moi, j'ai des exemples de fossiles de vrais fossiles qui ont été préparés. Donc, par exemple, ici, il y a un spécimen, je ne sais pas si c'est visible. Oui, c'est très visible. Mais, OK. Donc, ça, c'est un poisson assez étrange qu'on appelle le Botryoplepis canadensis, qui a un peu l'allure pratiquement d'une tortue, je dirais. Là. Quand il était vivant, il était comme ça ici. Donc, ça aurait été son dos ici là, que je suis en train de flatter. Mais ce que je vous montre là, ça, c'est un animal qui était pris dans une cuirasse osseuse. Donc, tout le crâne ici à l'avant, avec l'ouverture où étaient situés les yeux, juste ici. Le thorax, donc le début du corps, et les deux nageoires avant, une de ce côté-ci, puis une autre de ce côté-ci. Donc, c'est un animal qui vivait à l'intérieur d'une cuirasse osseuse, puis il y avait une queue à l'arrière, c'était vraiment un poisson, là, mais qui n'a pas été conservé sur ce spécimen-ci. Donc là, ce fossile-là, il a été préparé au laboratoire, mais quand on le trouve sur le terrain, il serait tout caché dans la roche ou presque. Des fois, on voit même absolument rien du fossile, mais on devine sa forme. La forme dans les sédiments. Un peu comme si on enterre quelque chose dans le sable, mais on laisse juste une petite couche de sable par-dessus. On va pouvoir reconnaître l'objet, peut-être. Là. Ouais, donc souvent, ce qui vous permet de retrouver un peu les fossiles, c'est vraiment, comme tu dis, cette espèce de forme distinguée-là qui sort du lot par rapport au restant de la roche. Oui, exactement. Okay. Puis des roches arrondies, ça c'est une roche, on voit très très ronde, là. Elle n'est pas complète, il en manque un petit morceau ici, mais si elle était complète, ce serait vraiment comme une genre un disque. Et ça, c'est des roches qu'on appelle des concrétions. Il y a un fort potentiel à avoir un fossile à l'intérieur. Donc, les patrouilleurs, les fouilleurs, quand on circule sur le territoire, on en vient à scanner, à savoir exactement quel type de roche on doit chercher. Donc, avec un œil de Terminator un peu, là, on va se promener puis on va repérer les roches qui sont intéressantes. Puis, on va voir s'il y a quelque chose. Si on devine qu'il y a un fossile, on ne va pas donner de coup de marteau. Les coups de marteau, c'est juste quand la roche a un certain potentiel, mais il n'y a rien de visible, là, on va casser la roche. Mais aussitôt qu'on a un indice qu'il y a un fossile, on ne risque pas de le fragmenter à la falaise. On le ramène ici. Puis l'étape suivante, c'est au laboratoire, qui est juste pas très loin d'ici. Là, la préparation va pouvoir commencer sur le fossile pour en faire une petite fenêtre. Juste voir un petit centimètre carré au moins pour pouvoir reconnaître de quelle espèce il s'agit. Puis de là, on va pouvoir identifier l'espèce. Puis ensuite, elle va être cataloguée. Les informations de terrain vont être entrées dans une base de données. Puis le fossile va se retrouver après ça à recevoir enfin son numéro unique. Donc, on l'appelle le numéro d'accession. Donc, chaque fossile ici a son numéro qui commence toujours par MHNM. Je ne sais même pas s'il est peut-être visible à l'envers pour vous. Là. Non, on le voit, non, OK, c'est beau. Donc, MHNM pour Musée d'histoire naturelle de Miguasha. Et donc ça permet de repérer chaque fossile facilement là, pour se repérer parce qu'on est rendu à plus de 15 000 spécimens en collection. Crime quand même. Puis cette espèce-là que je viens de vous montrer particulièrement, c'est un tiers de la collection, c'est environ 5 000 fossiles. Donc, tu peux pas juste dire, tu sais, le poisson là, avec la cuirasse, là, va me chercher ce fossile-là. Ben, il y en a 5 000 de même. C'est que avec le numéro précis, on peut savoir que je veux parler de ce fossile individuel-là, parce qu'il y a quelque chose de particulier peut-être avec celui-là. Et donc, le fossile, après ça, il se retrouve en collection. Puis c'est accessible aux chercheurs d'ici, du parc, mais aussi les chercheurs de l'extérieur qui viennent en séjour. On en a eu d'ailleurs cette semaine qui sont venus. Puis une petite partie des fossiles se retrouve, ça c'est comme si les fossiles avaient une conscience, là, ça serait peut-être le rêve ultime, mais c'est de servir dans un projet d'étude ou de se retrouver sous le regard des visiteurs dans la salle d'exposition. Là, on a quelques dizaines de fossiles qui sont exposés dans nos expositions. Donc, c'est vraiment la crème de la crème, je dirais, les fossiles les plus spectaculaires, qui ont quelque chose de remarquable au niveau esthétique ou scientifique, qui se retrouvent dans l'exposition. Fabuleux. Puis là, je suis curieux parce que tu as parlé un peu de préparation de fossiles. Tu peux-tu nous expliquer un peu le processus, combien de temps ça prend, et ainsi de suite, à préparer un fossile pour une exposition?
Ici à Miguacha, on a un préparateur, il s'appelle Jason, et c'est lui qui prépare les fossiles. On va choisir les fossiles les plus essentiels, parce qu'à chaque année, on a peut-être 300, 400, 500 nouveaux spécimens qui arrivent de la falaise. Ok, Donc, ouais. on peut pas toutes les préparer avec une petite équipe comme ça. Jason va travailler sur quelques fossiles par année, disons quelques dizaines gros maximum, là, quand c'est des projets de courte durée en termes de temps. Et il utilise des outils mécaniques. Ça peut être vraiment des outils, là, aujourd'hui, j'ai juste une genre de petite cuirette de dentiste, là. Ouais. Euh, il va utiliser des aiguilles montées. Ça fait penser un peu à ça, mais c'est une aiguille très, très fine qui est montée sur un manche métallique. Ça lui permet d'aller gratter manuellement, grain par grain, là, quand il y a de la préparation très sensible. Mais sinon, son outil principal, c'est ce qu'on appelle des burins à air comprimé. Donc, c'est encore là, ça a l'air un peu d'un outil de dentiste avec une mine à l'extrémité qui va vibrer Ok. parce que c'est connecté à un système d'air comprimé, là. Et on a des outils depuis quelques années sur le marché qui sont vraiment performants, qui permettent de faire une préparation là, hallucinante. Et on a la chance d'avoir un très, très bon préparateur ici en plus, là. Donc, Jason va travailler avec ces outils à air comprimé là pour aller dégager les sédiments. Pour le temps, ça dépend beaucoup là, de la taille du fossile puis du type de fossile. Comme un poisson comme celui-ci, cuirassé, de cette taille-là, s'il avait été complètement recouvert de sédiments, ça se prépare assez rapidement, ça. Là. C'est une cuirasse osseuse résistante. Jason en aurait, va y aller grosso modo là, mais peut-être pour l'équivalent d'une semaine de travail. Ah, mais quand Mais on même. a des fossiles où les écailles sont très, très fines, très délicates. Et là, il peut passer des semaines et des semaines à travailler sur le même poisson qui mesure peut-être juste cette longueur-là. Donc, chaque type de fossile a ses défis, puis il faut s'adapter en termes de préparation. Quand même. Fait que tu sais, je veux dire, c'est quand même si c'est petit, ça demande une certaine préparation parce que c'est tellement quelque chose de minutieux. Tu sais, c'est des petits détails. Mais honnêtement, pour avoir été dans mon jeune temps à Miguacha, vous avez vraiment des modèles. Vous avez des fossiles qui sont quand même impressionnants. Puis il y en a un qui tape à l'œil, puis on s'en est parlé un peu dans la pré-entrevue qu'on a fait. Le Dunkleostus, votre belle Oui, grosse carapace. Peux-tu m'en parler un peu plus de ce fossile-là, puis ce poisson-là en soi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant à voir quand tu rentres dans le musée, je trouve. c'est une des pièces qui va marquer le plus les visiteurs quand ils viennent à Miguasha. C'est vrai, elle est là, ça fait un bon bout qu'on a ce spécimen-là. C'est un fossile qui vient pas de Miguasha, qui n'a pas été Ah, trouvé sur place. Il vient d'un autre site du Dévonien, donc à peu près du même âge que nos poissons, mais il vient des États-Unis, de l'État de Ohio. Donc c'est un site fossilifère qui fait partie, je dirais, de la douzaine de sites d'exception pour la période du Dévonien à ok. travers le monde. Miguasha est considéré comme le plus bel endroit pour étudier le Dévonien, mais il n'est pas le seul. Là. Il y a quand même plusieurs autres sites très importants, dont ces sites-là qu'on appelle les shales de Cleveland. Et dans ces dépôts-là, qui sont des dépôts marins, ils ont trouvé une abondance de requins fossiles, mais aussi de gros poissons cuirassés. On pourrait dire des cousins De ce lointains petit de notre poisson-là. Botryolépis ici, mais notamment parmi, en fait pas parmi, les plus gros animaux connus pour la période du Dévonien sont trouvés sur ce site-là, dont le Dunkleosteus, qui est un énorme prédateur. Tout le devant du corps était recouvert de cette cuirasse-là, comme je viens de le montrer, avec des mâchoires articulées qui se terminaient par... C'était une mâchoire affûtée, un peu comme une paire de ciseaux qui frottaient l'une sur l'autre. Donc, c'était des prédateurs qui venaient cisailler leurs proies pour les avaler. On sait que c'était des prédateurs des requins à l'époque. Ah, ouais. Ouais. Il faut dire que les requins étaient moins gros qu'aujourd'hui. Là. Les Ouais. requins faisaient de l'ordre du mètre, 1 mètre ou 2 de longueur. Mais c'était quand même des prédateurs déjà à ce moment-là, les requins. Et ils passaient à la casserole. Là. Ils se faisaient manger par le Dunkleosteus qui a été, c'est ça, le géant du Dévonien avec ses espèces proches, là, ses espèces cousines, et ils ont été victimes de l'extinction de la fin du Dévonien, comme notre Botryolépis. Tous les poissons cuirassés qui sont tellement emblématiques du Dévonien vont tous s'éteindre à la fin de cette période-là, lors d'une extinction massive. Quand même. Puis je pense que, si je me trompe pas, vous avez quand même beaucoup de poissons de ce type-là cuirassés que vous trouvez sur votre site. Ça se peut-tu? Oui, on a deux espèces. La plus commune et de loin, c'est Botryolépis que je viens de vous montrer. Puis il y en a une autre qui est beaucoup plus rare. J'en ai justement, c'est étonnant que j'aie un morceau à côté de moi, mais c'est vraiment parce qu'il y a un chercheur qui est venu cette semaine puis qui était intéressé par ce poisson-là, qui est d'ailleurs
un cousin plus proche du Dunkleosteus dont on vient de parler. Donc là, ici, c'est pas peut-être pas super visible, là, mais toute la tache qui est Quand plus même, foncée, là, c'est le fossile. Puis on distingue la colonne vertébrale. Là. Je ne sais pas si vous voyez, mais ouais, on voit quand même bien la on la colonne voit vertébrale tout le très long du bien. corps. Mais ça, c'est un poisson qui est je dirais que c'est un poisson qui est frustrant Ah ouais? pour nous à Miguacha parce que on n'en trouve pas beaucoup, puis à chaque fois qu'on en trouve, c'est très fragmentaire. On ne va Ok. pas trouver l'animal au complet comme ça peut être le cas, par exemple, pour Botryolépis. Donc, on attend encore le sublime spécimen de Plourdostéus. À un moment donné, on va en trouver un. Plourdostéus, d'ailleurs, petite histoire, mais ça veut dire os de Plourde parce que c'est pour honorer la famille Plourde de Miguacha qui ont été des collectionneurs locaux. Avant qu'il y ait un parc, avant qu'il y ait un Ah musée, ouais? il y avait des agriculteurs ici. Il y en a certains qui avaient une curiosité pour les fossiles. Ok. Et eux, ils fouillaient beaucoup dans la falaise, puis ils vendaient ou ils donnaient ces fossiles-là à des chercheurs étrangers. Puis il y a un chercheur scandinave, éventuellement, au milieu du 20e siècle, qui va décrire une nouvelle espèce pour Miguacha et il va vouloir honorer la personne qui lui avait fourni le matériel. Donc, il va l'appeler le Plourdostéus, l'os de Plourde. Mais ça, si je me trompe pas aussi, ça arrive quand même régulièrement, tu sais, qu'on donne des noms à des personnes qui ont aidé à découvrir ces espèces-là. Ça, je pense que c'est quand même Oui, commun, si je me trompe pas. oui, c'est quelque chose qui va se faire. Le chercheur va vouloir honorer une personne très importante dans sa discipline ou quelqu'un qui a contribué à faire des découvertes. On a beaucoup de collectionneurs amateurs. Ils sont importants, les collectionneurs amateurs, parce que c'est des yeux, c'est des mains. Ils ont souvent une bonne expertise. Puis, ils vont faire des sorties de terrain. Bon, à Miguacha, on ne peut pas faire de prélèvement si on n'est pas un employé ou qu'on n'a pas une autorisation, mais on peut trouver des fossiles partout au Québec. Donc, les collectionneurs amateurs, ils ont un rôle important pour des fois mettre en contact les chercheurs avec des spécimens d'exception qu'ils ont trouvés, qui mènent à des nouvelles connaissances qu'on va se faire sur la vie du passé. Donc, c'est une bonne chose d'honorer ces Ouais. gens-là, notamment avec des noms là, d'espèces. C'est très cool. Puis, je sais qu'on s'était parlé auparavant d'une espèce. Je pense que vous avez été capable de décrire une nouvelle espèce à Miguacha, si je me trompe pas. Oui, tu fais peut-être référence à Elpistostège, qui est, Oui, c'est ça, je dirais, la exactement. dernière découverte majeure qui est survenue à Miguacha. C'est une découverte qui remonte à 2010. En fait, c'est une espèce de poisson. Je le mets avec des guillemets parce que les paléontologues se disputent un peu à savoir où on place cette espèce-là. C'est un vertébré, c'est un animal à colonne vertébrale qui avait des nageoires, donc on peut le considérer comme un poisson. C'est un très gros fossile, c'est notre plus gros spécimen ici. Le spécimen qu'on a trouvé en 2010 fait 1,6 mètres de longueur. Donc, si on le Ah, met quand même. debout, il est de la hauteur, disons, d'une femme adulte en moyenne. Là. Et il était déjà connu. On savait que cette espèce-là existait au Dévonien, à Miguacha, parce qu'au 20e siècle, on avait trouvé des petits morceaux dans la falaise OK. de cette espèce-là. Mais c'est vraiment, là, c'était des fragments. C'est un peu comme l'équivalent de, on n'aurait jamais trouvé d'humain. L'humain n'existe plus, mais là, on aurait trouvé une dent puis un petit morceau de crâne, puis là, on essaierait de comprendre ce que c'est cette espèce-là. OK, Là. ouais. Donc, c'était vraiment un peu mystérieux, l'interprétation qu'on pouvait en faire. Puis finalement, en 2010, on a trouvé un spécimen, mais pas partiel, complet cette fois-ci. Et Oh. là, c'est vraiment une merveille. Et puis, Pistostège, c'est un fossile, il faut venir voir ça. C'est un fossile qui, oui, avait des nageoires, mais à l'intérieur de ces deux paires de nageoires, donc il y avait une paire de nageoires proche du crâne, puis il y avait une autre paire de nageoires plus à l'arrière, proche de la queue. À l'intérieur se cache une ossature qui est, particulièrement pour les nageoires avant, en tout point semblable, l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui dans nos bras, nos membres Ah, antérieurs, nous ouais. les humains. Ouais, c'est une illustration de la réalité de l'évolution sur Terre spectaculaire. On a ça chez nous au Québec. Là, on est vraiment chanceux. Il existe quelques espèces comme ça qui permettent de faire le lien entre des groupes. Donc, si dans les gens qui te suivent, il y en a qui sont passionnés de paléontologie, j'imagine. Il y en a plusieurs qui connaissent probablement Archaeopteryx, qui est considéré comme un oiseau Oui. primitif, un petit dinosaure à plumes. Ça, c'est un emblème de l'évolution. Ben, LP, c'est la même chose, mais à un autre moment, à un moment Ouais. antérieur dans l'histoire, pour l'apparition des premiers animaux à quatre pattes. Donc, Elpistostège, c'est le meilleur modèle qu'on a actuellement d'un poisson qui avait des nageoires, mais qui avait la même ossature que nous, on a aujourd'hui dans nos membres, et donc qui préfigure ce qui s'en venait. La colonisation de la terre ferme par des poissons, ce qui va donner par la suite les amphibiens, les reptiles, puis éventuellement les dinosaures, les oiseaux et les mammifères. Donc,
peu importe d'où on vient, moi c'est ce que je dis souvent, là, on a des visiteurs de partout qui viennent visiter Miguasha, là, mais ça peut être un Australien, un Japonais, un Polonais, un gars de la Bolivie. Ils vont nécessairement avoir en quelque sorte une partie de leur propre histoire évolutive conservée à Miguasha grâce à des poissons comme Elpistostège. Mais c'est fou de savoir qu'on peut comme se faire un plan un peu de notre histoire avec des petits détails anodins comme ça parce qu'on y pense pas souvent. Mais tu sais, comme tu dis, ça fait le pont puis ça amène vers la domination de la terre ferme un peu, veux pas avec des espèces qui sont plus connues, mais ça fait le pont vers ça, puis c'est quand même très impressionnant. Il y a autre chose que je voulais savoir, là tu dis qu'au début vous avez commencé avec des fossiles très fragmentaires. Est-ce que ça arrive souvent que vous avez des fossiles fragmentaires qui dorment, puis que par la suite, ben, vous trouvez des restants que vous pouvez comme associer avec d'autres petits fragments que vous aviez? Oui, ça va arriver, ça. Ça arrive pas souvent, mais à chaque fois, c'est tout le temps c'est tout le temps l'excitation quand ça arrive. Euh, dans nos 15 000 fossiles, la majorité, c'est des fragments. Donc, c'est des morceaux de poisson. Une nageoire, un morceau de colonne vertébrale, comme je viens de montrer, un crâne. On a quelques spécimens quelques. On a quand même plusieurs centaines, voire quelques milliers de spécimens complets, je dirais. Puis là-dessus, il y en a qui ont été retrouvés sur plusieurs occasions. Donc, ça a pris là, des fois plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des fois même plusieurs années avant qu'on puisse s'apercevoir que le devant de ce poisson-là va avec ce derrière-là. Les deux étaient en collection. Puis là, ça donne que ce jour-là, la préposée aux collections sort les deux spécimens, puis elle se dit, oh mon Dieu, la roche, ça ressemble drôlement. Des fois, c'est un chercheur qui vient ici puis qui s'intéresse à une espèce. C'est que là, il sort tout le matériel de cette espèce-là, puis pendant la semaine qui passe ici, c'est lui qui réussit à réassocier. Mais souvent, ça va être nous, dès les premiers moments au laboratoire. Les fossiles séjournent au laboratoire pendant plusieurs semaines. C'est que nos cerveaux sont frais là, sur les découvertes. Puis là, on se dit, ah, OK, un nouveau morceau de Prince de Miguasha. C'est un devant. Puis la taille fonctionne assez bien avec le derrière qui a été trouvé au début de la saison. Puis là, on essaie de le réassocier, puis ça fonctionne. C'est super ça. Puis justement, quand ça arrive des occasions comme ça, admettons que c'est un fossile qui est nouveau, tu sais, c'est quelque chose qu'on connaît pas beaucoup. Justement, cette nouvelle espèce, ben, cette nouvelle espèce-là, cette espèce-là, vous avez comme redécouvert un peu à Miguasha. Mhm. Tu sais, il y a comme un processus pour soumettre un papier par la suite pour comme le présenter. Tu peux-tu me parler un peu de ce processus-là? Parce qu'il y a quelqu'un il y a pas longtemps qui me demandait tu sais, pourquoi ça prend autant de temps quand il y a une nouvelle espèce ou quoi que ce soit avant que ça sorte. J'aimerais ça que si tu pouvais nous l'expliquer un peu comment ça fonctionne ce processus-là. Oui. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut expliquer que ça prend du temps. Il y a il y a plein d'obstacles, on dirait, entre la découverte du fossile. Ben, c'est des obstacles. C'est des beaux obstacles, là, mais c'est un parcours à obstacles, on pourrait dire. Donc, il faut trouver le fossile, puis il faut finir par le publier dans une revue. Mais à travers ça, premièrement, il y a le temps de préparation. Ouais. El Pistostage, dont je viens de parler, ça a pris 3 ans à préparer le fossile. Donc, ça a été très, très long. Après ça, une fois qu'il a été préparé, il faut que le chercheur puisse prendre le temps nécessaire pour étudier, prendre un pas de recul, en parler avec une équipe de recherche, voir est-ce que mes observations font du sens, aller vérifier dans la littérature chez les poissons similaires à celui-là, est-ce qu'il y a quelque chose de similaire qui a déjà été observé. Je suis en train de m'avancer dans une mauvaise piste. Les scientifiques, là, leur étoile ultime, c'est la vérité. On cherche la vérité, on veut parvenir à comprendre le monde dans lequel on... Il n'y a pas un chercheur qui veut publier quelque chose qui est basé sur du n'importe quoi. Ça arrive des fois des chercheurs qui se sont égarés involontairement ou qui ont volontairement voulu tromper le monde, ça arrive aussi, Ouais. mais la grande majorité des scientifiques sont habités par un désir de comprendre le monde et donc ils veulent pas publier trop vite, ils veulent prendre le temps de réfléchir. Puis, après ça, une fois que c'est publié, ben là, il y a un comité de relecture. Il y a des chercheurs spécialisés dans le domaine qui vont prendre le papier, le manuscrit, puis ils vont l'analyser, puis ils vont faire des suggestions d'amélioration, de correction. Donc là, ça revient dans les mains des chercheurs qui ont rédigé l'article pour peut-être des fois se retravailler encore. Ça peut prendre quelques mois avant de republier, en fait, de resoumettre l'article. Et là, il peut être accepté de façon définitive et être publié. C'est entre la découverte du fossile puis le moment où il s'est publié, il se passe facilement des années. Puis des fois, on ne sait pas. Il y a peut-être des choses incroyables qui dorment dans notre collection. Ouais. Puis il faut juste la bonne personne qui va arriver puis qui va nous mettre le doigt dessus. Où Jason va le préparer, puis on va s'apercevoir qu'il y a une structure inédite qu'on n'avait jamais vue chez ce poisson-là. Ça fait que c'est ça qui est le fun en paléontologie, c'est qu'on
on baigne dans la nouveauté, la découverte, l'émerveillement. Ouais, puis ce qui est le fun aussi, c'est que pendant que tu fais cette préparation-là de fossiles, ben tu peux, tu sais, pendant que tu le prépares pour jamais justement être soumis dans une revue, ben tu peux découvrir quelque chose de plus qui va rechanger ta perception. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut que probablement t'ajustes pour ton Oui, papier, justement. ouais, c'est très très bien observé. Un bon exemple, je reviens encore avec votre l'épice parce que je l'ai sous la main, mais ma collègue France, elle a fait son doctorat sur ce poisson-là. OK? Puis au début du doctorat, elle avait un angle, elle savait dans quelle direction elle s'enlignait. Puis à un moment donné, elle était en train de faire des observations sur un fossile, puis elle a découvert quelque chose de complètement inédit qui a réorienté son projet, qui lui a amené un nouveau regard. Puis là, il a fallu qu'elle aille valider ce qui avait déjà été publié. Il y avait déjà chercheurs qui avaient observé une structure similaire à ça, mais ils l'avaient interprété autrement. Puis là, elle avait des nouvelles données qui permettaient de savoir, non, non, les autres se sont trompés. Là, je viens de comprendre c'est quoi cette structure-là. Puis, il faut qu'elle réagisse aussi à ce qui sort, parce qu'un doctorat, ça peut être long. Puis là, pendant que Ouais. tu l'avances, il y a des chercheurs qui publient sur des choses similaires à toi. C'est que là, il faut tout le temps que tu te réajustes là-dedans, là, à mesure que les connaissances avancent. C'est quand même très cool. Puis pour ceux qui voudraient en apprendre davantage, visiter le parc, tout, est-ce que vous avez des moments d'ouverture précis? Est-ce que c'est saisonnier? Est-ce que c'est temps plein? C'est saisonnier. Pour la clientèle qui veut venir sur place, la saison, ça commence au tout début juin. Puis ça s'en va jusqu'à la mi-octobre, à l'Action de grâce. Donc, tout l'été et une bonne partie de l'automne, c'est là qu'on a la possibilité pour les visiteurs de venir sur place, rencontrer le personnel, les naturalistes qui connaissent très, très bien leur domaine, faire les activités animées dans les salles d'exposition, au laboratoire pédagogique où ils peuvent tâter de la préparation du fossile. Ça, c'est une activité très familiale. Faire des jeux de reconstitution de fossiles en morceaux, identifier à partir de fragments, puis il y a une activité à la falaise aussi pour faire découvrir la falaise fossilifère. Donc, ce programme animé-là sur place est en vigueur du début juin jusqu'à la mi-octobre. Puis sinon, hors saison, on a aussi un programme pour les écoles. C'est surtout pour le primaire, je dirais, mais on a plusieurs activités qui sont offertes en ligne pour les enseignants, les enseignantes qui ont envie de faire découvrir à leurs élèves qui sont souvent passionnés. Tu as un exemple de ça. Souvent, dès le jeune âge, on a une curiosité pour le monde des fossiles. Donc, on a une belle programmation en ligne aussi qui est possible. Ça, c'est très cool. Puis est-ce que vous avez plusieurs expositions? C'est vraiment une grosse exposition continuelle. On en a deux qui sont des expositions continuelles permanentes. Donc, on a l'exposition de l'eau à la terre, qui est je dirais, la plus généraliste et la plus grande aussi. Là, on montre le paléo-environnement de Miguasha, de quoi ça avait l'air, comment les fossiles se sont formés à Miguasha, c'est quoi l'histoire humaine, c'est quoi la diversité des poissons, qu'est-ce qu'il y a de particulier, comment on peut en venir à étudier le comportement des poissons alors qu'ils ne vivent plus aujourd'hui, mais à déduire leur comportement solitaire ou grégaire, leur mode d'alimentation, leur locomotion aussi, comment ça fonctionne. Puis, on a une deuxième salle où on présente Elpi Stostage, le fameux roi de Miguasha dont on vient de parler. Donc, ça, c'est nos deux salles d'exposition. Puis là, on travaille sur d'autres activités pour le courant des prochaines années. On aimerait bien développer une salle d'évasion en thématique paléontologique, Oh. donc où les visiteurs doivent réussir des défis pour peut-être se sortir du Dévonien puis revenir à l'époque moderne. Ça, c'est quand même très, 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 très cool. Euh, je voulais savoir aussi, toi, de ton côté, avec ton expérience puis tout, c'est lequel le fossile que tu as découvert ou que vous avez découvert de façon générale qui t'a le plus marqué? C'est difficile. C'est difficile de répondre. Ben, je vais y aller avec. Habituellement, j'ai déjà eu une question qui ressemble à ça, là, puis souvent je vais répondre à le pistostage. Il y a des bonnes raisons. J'ai eu la chance d'avoir été. Moi, je commençais ma carrière comme responsable à ce moment. Ça faisait juste 2 ans que j'étais ici, puis OK. j'ai été partie prenante de la découverte puis de l'extraction de ce fossile-là. C'est que Oh, OK. c'est la chose qui me vient toujours en tête, mais on dirait que j'aurais tendance à dire que peut-être le fossile le plus important que j'ai découvert, c'est le fossile le plus ordinaire que j'ai trouvé ici, mais quand j'étais tout petit. La première fois que je suis venu ici, j'avais trouvé des tout petits fossiles d'un crustacé. On en trouve à tous les jours. C'est vraiment très OK. commun. C'est de la nourriture à poissons à l'époque. La plupart des poissons se nourrissaient de ce petit crustacé-là. Mais je me rappelle encore d'être à la falaise. J'avais, je sais pas, 7-8 ans. Puis le guide nous avait montré, en fait, je pense à l'époque, j'ouvrais encore les roches, on pouvait encore ouvrir les roches nous-mêmes, les visiteurs. J'avais ouvert les roches et il y en avait des Ah, petites pour vrai? asmosia.
Puis là, j'étais vraiment dans un état d'excitation incroyable d'avoir trouvé des vrais fossiles quand le guide me l'avait confirmé. Puis je pense que ça a nourri mon envie puis ma d'aller là-dedans. passion de continuer là-dedans. Ouais, de garder un fil jusqu'à temps qu'à rendu à l'université, ça s'est précisé. Puis après ça, il y a eu des beaux hasards qui m'ont permis de venir travailler ici. Je t'en retiens pas plus longtemps, mon cher Olivier. Gros merci à toi encore. Puis je te l'ai dit, il y a des grosses chances qu'on se voit cet été. J'aurais pas le choix. Ma blonde me martèle pour me dire qu'il faut y aller. Fait que, il y a des grosses chances qu'on se voit là-bas. Tu me feras signe, ça me fera plaisir de te saluer puis de te montrer quelques petits éléments intéressants. Fabuleux. Ben écoute, un gros merci encore à toi pour ton temps. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Puis voilà, au plaisir de se reparler. Puis on se tient au courant pour la suite dans ce cas-là, mon cher. Merci à toi, merci de l'invitation, c'est bien gentil, puis pour ta passion, merci aussi pour ça. Puis au plaisir de se recroiser. Au plaisir de se Puis, reparler. bienvenue à tous ceux qui te suivent, sont les bienvenus à Miguacha. Bon, ben c'est fabuleux. Un gros merci à toi. Salut! Merci, bye bye.